Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Modernité. État des lieux. Un constat s'impose pour notre temps. Tout s'y organise autour de l'économie. L'économie comme référence théorique, l'économie comme vie quotidienne, l'économie comme puissance contraignante pour les choix personnels et professionnels de tous et de chacun. Ce dernier aspect du règne de l'économie a pour expression plus ou moins explicite la soumission de la logique politique à la logique économique. Les puissances des États sont fonction des puissances économiques qu'ils parviennent à s'allier. La puissance économique revient à celle de son moyen constitutif, l'argent. Par goût ou par contrainte, tout un chacun est mis devant la nécessité de gagner sa vie ou de choisir de se marginaliser, à niveau individuel ou national. L'argent n'est pas le seul moyen de l'économie. S'y adjoignent pour sa plus grande puissance les techniques dont nous nous rendons tous les jours plus capables, sur fond de la mobilisation de tous les savoirs imaginables et possibles. Les sciences mettent à disposition de nos désirs des connaissances sans cesse croissantes, entremêlées au savoir-faire industrialisé. Le seul aspect vieilli de l'identification du complexe militaro-industriel, comme l'une des sources déterminantes du couplage entre guerre et argent et son isolement parmi d'autres systèmes ou d'autres références censées être extérieures à ce couplage. Le complexe militaro-industriel est l'économie tout court du monde où nous vivons, où tout est tôt ou tard et guerrier ou stratégique, et économique ou commercial, et financier quand bien même social, et scientifico-technique ou technologique. Le règne contemporain de l'économie sur les autres modes d'existence des hommes, religieux, moral, politique, philosophique, artistique, ludique, revient à celui qui tente à s'universaliser, de la guerre de tous contre tout fonction des puissances technoscientifiques et financières dont chacun est capable, à titre individuel ou collectif. Se préparer à vivre revient tôt ou tard à s'organiser pour lutter. Comprendre le monde, contempler ses beautés possibles, se tenir heureux dans le monde ne constitue plus des buts convaincants et possibles. Faire des études revient à se donner les moyens d'une lutte efficace pour assurer sa place dans un monde en tumulte. Il ne s'agit plus d'étudier pour le prestige intellectuel que donne la connaissance, ni a fortiori pour la beauté du geste. Il faut survivre, et puisque survivre revient à jouer le jeu des plus puissants, il faut se donner les moyens de le faire, quels que soient ces moyens. S'il faut par exemple passer par la compréhension ou à tout le moins une approche des principes constitutifs de la physique quantique dont par excellence celui d'indétermination de Heisenberg, l'on s'y attelle, en accordant d'importance à la théorie qu'autant Q'. Elle prépare à la lutte économique, dont la première étape est où que ce soit l'embauche. Le sentiment dominant de notre temps est la peur de ne pas pouvoir vivre. Pouvoir vivre revient avant tout à trouver un emploi, car trouver un emploi garantit la réception mensuelle du salaire qui permet de vivre et de survivre, à peu de choses près, quel que soit le niveau social et culturel de départ en ce monde. La peur alimente indiscutablement la puissance de l'objet qui l'anime. Avoir peur de la puissance des représentants publics ou privés du monde économique accorde tôt ou tard une irréductible réalité à ces représentants et au monde qu'ils représentent. Il est évident qu'une telle puissance n'est possible qu'autant que les membres constitutifs des sphères publiques et privées de la vie économique mondiale eux-mêmes ont peur, jouant le jeu du système dont ils s'éprouvent dépendre. Le degré de réalité, ou de résistance et de contrainte pour la vie de tous et de chacun, de la puissance économique est directement, bien que non exclusivement, fonction de la peur qu'on en a et telle qu'on l'entretient. Notre monde se caractérise en particulier par le règne universel, bien qu'inavouable, de la peur de tous et de chacun, y compris évidemment au niveau les plus hauts des hiérarchies administratives, politiques, intellectuelles, économiques et financières. La peur est agissante à tout niveau, parce que l'ensemble de la vie des hommes se caractérise par une complexité et une incertitude croissantes, la première provoquant pour partie la seconde. Les relations, échanges et interdépendances entre individus, sociétés, culture, entreprises et États sont telles que les approches analytiques de leurs différentes dynamiques sont impuissantes. Il faut penser complexe, ou se fier à l'intuition, seule capable, sans que jamais sa justesse soit garantie d'avance, de fournir une approche totalisée des choses. Il s'agit bien d'approche, et non d'identification ferme d'objets et de leur connaissance, car ce qui est toujours ultimement en jeu est l'efficacité des décisions prises ou à prendre en temps réel, c'est-à-dire tôt ou tard en manque de temps. Comme le temps manque pour examiner le détail de chaque question qu'il faut traiter,
les décideurs ne font qu'effleurer leurs questions, les caressant dans le meilleur des cas, les manquant dans les pires. Les contraintes qu'impose la vie contemporaine, la vie économique, entraînent à la fois la peur constitutive de ne pas savoir s'inscrire avec succès dans le trafic des influences utiles, et l'irréductible incertitude relative à des prises de décision sans cesse hâtées entre autres cas complexes. Cet état des lieux de la vie humaine alimente une tension constitutive de notre temps. La peur fait désirer de s'établir avec certitude et tranquillité sur des bases solides pour les décisions qu'à niveau personnel et professionnel la vie implique, quand le lieu de l'économie, qui tend à devenir le lieu de l'homme, se révèle incertain car complexe et sans cesse soit hâté soit urgent. L'une des raisons pour lesquelles l'économie comme lieu exclusif de l'homme implique non seulement de la complexité et de la hâte mais également de l'urgence, est qu'une telle prétention n'est pas unanimement acceptée par tous, loin s'en faut. Sans entrer dans la complexité de la question posée par l'extrémisme musulman, on peut de toute évidence affirmer que les attentats du 11 septembre 2001 témoignent entre autres d'un tel refus. Qu'elles soient motivées par le goût de disposer soi-même des moyens de la puissance, ou par le souhait authentiquement éprouvé par certains d'un monde pieux, la violence et la radicalité de la décision de commettre les attentats du 11 septembre réalisent, manifestent et symbolisent avec un succès médiatique sans conteste une forme de résistance à la puissance politique symbole de la puissance économique contemporaine qu'est l'État américain. L'hypothèse selon laquelle la puissance économique contemporaine sert les intérêts ou les désirs de certains, au détriment des intérêts ou des désirs de tous sourd tôt ou tard d'une telle prise de position contre l'universalisation de la puissance économique. Sous cette prise de position se signale l'ensemble des attitudes et opinions tendant à pondérer, voire à éliminer la puissance de l'économie comme lieu exclusif de l'homme. Ce désir suppose l'existence de son contraire, celui d'instituer l'économie comme un tel lieu. Instituer l'économie comme le lieu exclusif de l'homme n'est sans doute pas l'effet de décisions conscientes et volontaires. Il est plus juste de dire que le lieu dominant contemporain de l'expression du désir de puissance des hommes est l'économie, et non plus le politique ou la pensée. Autrement dit, aux côtés de la peur règne aussi le désir, et le désir de puissance. Et si les uns, voire quasiment tous les hommes et femmes, ont plus ou moins consciemment peur pour leur vie et leur survie, c'est fonction du désir de puissance de celles et ceux qui parviennent à se donner les moyens de leur désir en imposant les conditions d'existence qui en résultent aux autres. Puisque l'économique est le lieu contemporain dominant de la puissance, le symbole comme la réalité du monde qui à la fois accomplit, fait, contraint, et aliène l'homme est donc la vie économique, contre la puissance voire la réalité de laquelle s'élèvent pour l'heure d'autres voix. Penser, comprendre notre temps pour le prendre entièrement à bras-le-corps implique de demander comment et pourquoi l'économie en est le centre, désiré, accepté, reconnu ou honni. La réponse à cette question implique de comprendre pourquoi désormais vivre revient à prendre sa place au sein de l'économie contemporaine, et en tout cas fonction d'elle, quand bien même parfois contre elle. Insurrection. Sans qu'il épuise la réalité de ce qu'il désigne, issu du grec ancien, le terme d'économie renvoie à la loi du foyer, au fonctionnement de la vie privée ou de la vie familiale des individus. En ce qu'elle est de plus immédiat, cette vie concerne la satisfaction des besoins vitaux que sont la nourriture, le vêtement et l'abri, le tout supposant la reproduction des hommes. On peut donc affirmer qu'en partie au moins, le règne de l'économie comme référence, comme vie quotidienne et comme puissance revient au règne de la satisfaction des besoins vitaux de l'homme, satisfaction indiscutablement enrichie, complexifiée, déséquilibrée et dynamisée par les désirs et l'imagination, mais satisfaction tout de même, au moins tendanciellement. Un tel règne de l'économie favorise éminemment l'action de la peur de ne pas réussir à vivre et à survivre, et la concentration de l'action de l'homme autour de sa satisfaction, première ou non. Or la peur de ne pas réussir alimente le désir tout aussi archaïque de réussite ou de contrôle des actions entamées pour satisfaire désirs et besoins. À niveau individuel ou collectif, l'homme est tôt ou tard pour partie au moins habité et dynamisé par le désir de contrôle de ce qu'il entreprend, car ce qu'il entreprend concerne tôt ou tard, directement ou indirectement, son désir de vivre en regard de sa peur de mourir. Ce que nous entreprenons concerne tôt ou tard le désir impersonnel de vivre en regard de la peur tout aussi impersonnelle de mourir. Voilà qui tour à tour nous lie, dynamise et immobilise sur le plan de la vie dont nous sommes parfois les récalcitrants recels.
Le règne de la vie économique comme centre de l'activité contemporaine des hommes revient au règne du désir de vivre, soit de contrôler les effets des actions que nous entreprenons, en regard de la peur de mourir, soit de manquer absolument et sans appel le contrôle tenté. Comment est-il possible qu'en ce début du XXIe siècle après Jésus-Christ, l'homme centre tendanciellement la totalité de son activité autour de l'économie, ou autour du désir de vivre et de la peur de mourir, désir et peur qui le constituent impersonnellement comme vivant parmi les vivants? Cette question n'a de sens qu'autant que l'homme s'estime avoir d'autres objectifs, d'autres activités, ou d'autres sources de sens pour sa vie que sa vie même. Cette possibilité est révélée par la négative par toutes les formes possibles de suicide, individuelles, collectives, guerrières, organisées ou anarchiques, commandées par des chefs, ou consciemment et volontairement délibérées. Elle est également révélée positivement par toutes les formes d'activité ou sources de sens indépendantes, en partie à tout le moins, de l'aspect économique de la vie humaine, comme est l'effort d'écrire pour tenter de comprendre et pour, parmi les hommes et avec eux, s'essayer à prendre son temps. Quand bien même il dépend tôt ou tard au moins partiellement de ces conditions économiques et technoscientifiques de possibilité, l'effort de comprendre comment et pourquoi l'économie est de nos jours dominante, n'est pas exclusivement économique ou technoscientifique. Il se dynamise nécessairement depuis un lieu au moins relativement extérieur à l'économie comme puissance contemporaine, et aux sciences et aux techniques humaines et naturelles qui la secondent. Comme l'ensemble des sciences et des techniques contemporaines secondent tôt ou tard l'économie en étant vectorisée, l'effort de repérer comment s'organise notre temps n'est pas scientifique, ou technique au sens contemporain du terme, ni pour ce qui est des sciences de la nature ni de celles de l'homme. La prise du temps à quoi nous prétendons ne peut pas en conséquence s'appuyer sur l'histoire comme science susceptible de montrer comment s'explique la genèse de la prérogative de l'économique sur les autres formes de l'activité et de la vie humaine. Comme toutes les sciences humaines, notre compréhension de l'histoire comme science humaine moderne dépend plutôt de la prise de distance ici essayée. La méthode suivie pour cela ne peut donc pas non plus dépendre, en sa dynamique, de méthodologie et de travaux épistémologiques éprouvés et validés du point de vue des sciences sociales, humaines ou naturelles. L'on ne pourra donc tirer quelque conséquence d'ordre méthodologique que ce soit qu'au terme de l'effort que nous entreprenons. Seule une relative réussite de celui-ci libérera l'espace nécessaire au dégagement de la base méthodologique qui en autorise et valide la dynamique. Cette réussite se mesurant entre autres à l'aune de la relative adhésion qu'emporteront les propositions qui suivent. De celle-ci, fait partie l'hypothèse que la contemporaine concentration de l'homme autour de son désir de vivre et de sa corrélative peur de mourir, concentration qui le pousse à désirer toujours plus de maîtrise car de contrôle sur les effets de ses actions au beau milieu d'un monde de plus en plus complexe et incertain. Des présentes propositions fait donc partie l'hypothèse que cette concentration de l'homme autour du désir qu'il est toujours d'abord de vivre pour vivre est bien que concernant le monde entier à peu près situable dans l'espace et le temps autour du mouvement de ce qu'il est communément convenu d'appeler la Renaissance européenne. Puisqu'il ne s'agit pas ici de prétendre à quelque exhaustivité historique au sens contemporain du terme que ce soit, mais de dégager le lieu originaire d'une dynamique qui semble tendre à nous emporter tous que nous y consentions ou non, nous nous appuyons sur deux écrits qui illustrent à notre sens de manière à la fois exemplaire et constitutive, bien que certainement non exclusive, l'événement par quoi l'homme se concentre à notre époque sur l'homme comme il le fait. Le premier est un extrait du discours de la méthode de Descartes publié pour la première fois en 1637, le second un extrait du Prince de Machiavel, datant de 1513-1. Le premier de ces extraits est le suivant. Mais sitôt que j'ai eu acquis quelques notions générales touchant la physique, et que commençant à les éprouver en diverses difficultés particulières, j'ai remarqué jusqu'où elles peuvent conduire et combien elles diffèrent des principes dont on s'est servi jusqu'à présent, j'ai cru que je ne pouvais les tenir cachés sans pécher grandement contre la loi qui nous oblige à procurer autant qu'il est en nous le bien général de tous les hommes. Car elles m'ont fait voir qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et qu'au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans,
nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Ce qui n'est pas seulement à désirer pour l'invention d'une infinité d'artifices qui feraient qu'on jouirait sans aucune peine des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s'y trouvent, mais principalement aussi pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie, car même l'esprit dépend si fort du tempérament et de la disposition des organes du corps que il est possible de trouver quelques moyens qui rendent communément les hommes plus sages et plus habiles qu'ils n'ont été jusqu'ici. Je crois que c'est dans la médecine qu'on doit le chercher. Dans ce célèbre passage du discours de la méthode, Descartes affirme explicitement prendre la décision de révéler ce qu'il a appris de ses études de physique, qui diffèrent significativement à ses yeux des principes, de connaissances, dont on s'est servi jusque-là. Comme Machiavel un siècle plus tôt 3, Descartes s'établit en opposition à la façon dont, dans ce qui entre autres de son fait commence d'appartenir au passé, l'on se rapporte au savoir. Le nouveau rapport au savoir se veut obéir à la loi qui nous oblige à procurer autant qu'il est en nous le bien général de tous les hommes, loi dont on ne sait d'où, si ce n'est de lui-même, la tire celui qui l'énonce et respecte. Le bien général de tous les hommes peut être procuré par de nouvelles connaissances ou par une nouvelle manière de se rapporter à la connaissance, fort utile à la vie. Contrairement à la philosophie spéculative jusque-là dominante dans les écoles, une connaissance pratique, dont le modèle ultime se trouve dans les métiers des artisans. Le modèle ultime de la connaissance fait partie de ce qui pour nous est l'économie. Derrière les divers métiers de nos artisans, il faut désormais ranger l'ensemble des manufactures ou l'industrie en général dont l'agroalimentaire et les services. Avec Bacon et quelques autres qui le précèdent ou le suivront, Descartes fait partie des philosophes qui orientent l'usage de la connaissance vers le service de la vie des hommes ici-bas, vie toujours d'abord économie. Lorsqu'il ajoute par la négative que cette orientation nouvelle de la connaissance n'est pas seulement à désirer pour l'invention d'une infinité d'artifices qui feraient qu'on jouirait sans aucune peine des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s'y trouvent, mais principalement aussi pour la conservation de la santé, il met discrètement en avant que si la santé du corps doit être conservée parce qu'elle conditionne celle de l'esprit, ce n'est pas pour elle-même, mais pour rendre les hommes plus sages et plus habiles. Rendre les hommes plus sages et plus habiles, c'est les rendre potentiellement comme maîtres et possesseurs de la nature, objectif central du texte que nous commentons. Une tension constitutive dynamise l'intention de Descartes. D'une part, il reconnaît que le bien qui conditionne tous les autres est en règle générale la santé, car sans cette santé du corps, l'esprit par quoi l'homme pense et veut est impuissant. Compte plus que tout, car de prime abord, la vie de l'homme tout court. Mais cette vie n'a aucun sens tant que sur son plan propre, elle reste livrée à elle-même. Elle n'a de sens que comme l'assise qui permet l'élan de l'homme vers l'amélioration incessante de ses conditions originaires d'existence. 4. La vie humaine tout court ne s'enrichit de signification et de valeur qu'à proportion du développement des connaissances utiles, que l'homme acquiert du monde où il se trouve en prenant exemple sur les métiers de ses artisans, dans le but désormais revendiqué, quand bien même par discrétion sur le mode analogique du comme si, de devenir maître et possesseur de la nature, toujours plus sage et plus habile. Premier témoignage. Descartes, qui a pour cela même été qualifié par Hegel de zéro de la pensée moderne, contribue de manière ETDE accent aigu CIDE accent aigu E et décisive au tournant de la pensée vers le service de notre vie pratique, dont l'incessante amélioration fonction du développement des sciences et des techniques sur la base des modèles ultimement économiques toujours d'abord industriels est censé procurer le bien général de toutes et de tous. Examinons notre deuxième extrait. Je conclus donc qu'étant la fortune changeante, et demeurant les hommes entiers en leur façon, ils sont heureux tant que les deux s'accordent ensemble, et sitôt qu'ils discordent malheureux. Outre cela j'ai l'opinion qu'il soit meilleur d'être hardi que prudent, à cause que la fortune est femme, et qu'il est nécessaire pour la tenir soumise, de la battre et heurter. Et l'on voit communément qu'elle se laisse plutôt vaincre de cela, que des autres qui procèdent froidement. Ce pourquoi elle est toujours amie des jeunes gens comme femmes, parce qu'ils ont moins de respect, plus de férocité, et avec plus d'audace lui commandent. On ne peut pas ne pas accorder une importance constitutive aux propos de Machiavel, à la fin du chapitre 25 de son Prince. Outre le constat d'un propos à tout le moins phallocrate voire misogyne,
Il faut se demander ce que veut dire un auteur désormais présent sur toutes les lèvres même ignorantes, au travers de l'expression usitée de machiavélisme. L'être devenu si commun en son nom. Nul doute que l'homme en l'œuvre qu'il écrit fut d'une exceptionnelle habileté, ce qu'il convient de reconnaître même s'il s'agit, en le comprenant, de s'efforcer de le quitter, en quittant au moins sur certains points. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.